Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier direct que nous faisons donc au studio VL à Paris. Merci à toute l'équipe d'Equinox de nous avoir rejoints aujourd'hui pour discuter énergie, discuter économie, raconter aussi un peu l'histoire du parti. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. Pendant cet après-midi, on présentera d'abord dans le premier quart d'heure la démarche du parti, pourquoi créer un nouveau parti en 2021, pourquoi il est intéressant de reposer certains constats plus que d'autres. Et ensuite, nous recevrons donc nos deux invités, Maxence Cordiez en première partie sur l'énergie, ainsi qu'en deuxième partie Gilles Mito de la chaîne Eureka, pour discuter plus largement d'économie et de marché. Et enfin, nous aurons une partie tous ensemble à la fin, où on pourra poser des questions et interagir sur ces deux sujets. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Je suis Nicolas Todorovic, porte-parole d'Equinox, ingénieur de formation. Et aujourd'hui, avec le bureau d'Equinox, je pense que tout le monde va pouvoir se présenter. Anatole. Oui, merci. Donc, je m'appelle Anatole Reverbori, j'ai 25 ans, j'habite à Arras, dans le Pas-de-Calais, et je travaille dans un lycée agricole où je suis responsable d'une ferme pédagogique. Et donc, si j'ai voulu lancer l'aventure Equinox, c'est parce que les partis politiques actuels ne me plaisaient pas, je ne me reconnaissais pas dans ces partis, qui ne permettaient pas à chacun de pouvoir s'engager en politique. Donc l'idée derrière Equinox, c'est de permettre à chacun de se familiariser avec les constats, les enjeux, afin d'avancer sur le programme. Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Vincent Brémaud, je suis étudiant en physique, j'ai 23 ans, je viens d'Angers. Et si je me suis engagé avec Equinox, c'est parce que j'ai toujours aimé réfléchir à l'organisation de notre société et à la remettre en question. Et avec Equinox, c'est ce qu'on fait. Et en particulier, on cherche à y répondre aux défis environnementaux, sociaux et démocratiques. Et je suis membre du bureau d'Equinox en tant que trésorier. Bonjour, Lise d'Argentol, j'ai 26 ans, j'habite dans les Yvelines, ingénieure de formation aussi. Je travaille pour l'État dans le Val d'Oise, en direction départementale des territoires sur des sujets environnement-agriculture. Et chez Equinox, je suis secrétaire générale. Et j'ai rejoint Equinox parce que j'avais envie de m'engager et de faire quelque chose qui dépassait la simple échelle individuelle. Et j'y trouve beaucoup de satisfaction, notamment dans la profusion des idées, les débats qu'on peut avoir, et puis la convivialité qui règne au sein du parti. Bonjour, je m'appelle Mathieu Hacker, je suis étudiant à Centrale Supélec, donc en école d'ingénieur. Et j'ai complété ma formation par une licence d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Et je me suis lancé dans l'aventure Equinox puisque j'ai envie de contribuer à mon échelle à la résolution des crises sociales, écologiques et démocratiques. Et j'avais aussi envie de rencontrer des personnes qui partagent des idées semblables et de vivre une belle aventure humaine. Je suis très heureux d'être ici. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai, merci. Et alors, avec Lise, du coup, on va repasser un peu de temps sur l'histoire du parti. C'est important de repréciser pourquoi, en 2021, il y a des jeunes. Alors, sur le plateau, il y a pas mal d'ingénieurs, mais il y a d'autres formations aussi qui travaillent avec Equinox. Et puis, on a tout un tas d'associations et d'organisations avec lesquelles on travaille. Lise, pourquoi on crée cette aventure Equinox en 2021 ? Alors, Anatole et Vincent en ont déjà parlé. D'une part parce qu'on ne se reconnaît pas dans les partis traditionnels, où on trouve que souvent ce sont les personnes qui priment sur les idées, ou alors qu'il y a des combats idéologiques qui ne servent pas les causes qu'on essaye de défendre et l'urgence qu'on essaye de rappeler. Et puis d'autre part, comme je le disais, on estime que les simples actions individuelles, elles ne suffisent plus et qu'il faut s'engager collectivement. Et du coup, s'engager au sein d'un parti, c'est quand même une bonne option pour pouvoir essayer de faire bouger les lignes. Et du coup, en se créant en tant que parti, ce qu'on espère, d'une part, c'est pouvoir occuper un peu de place dans le débat médiatique et dans l'espace médiatique pour enfin porter l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique, ce qui n'est pas fait ou pas fait de la façon dont on espère aujourd'hui. Et puis d'autre part, pour proposer du coup la façon qu'on a de construire un programme qui permet pour nous d'essayer que tout le monde puisse s'approprier la politique et puis s'accorder sur nos constats. Et donc, qui est une méthode qui se déploie en 3 temps. Un premier temps, c'est savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, nos constats. Ensuite, savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est nos aspirations. Et à partir de ça, travailler sur des propositions, mais qui ne prennent sens et qui ne s'ancrent dans la réalité qu'une fois qu'on sait d'où on vient et où on veut aller. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est important, cette démarche de construction de programmes avec constat, aspiration, proposition. Nous, ce qui fait que c'est vraiment nouveau, c'est de les avoir vraiment séparés.
pour toujours situer le débat au bon niveau, comme tu l'as dit. Et puis surtout parce que finalement, il y a certains constats que nous faisons qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans l'espace politique. Et c'est important en fait de pouvoir avoir ces discussions, même si ça peut être un peu émotionnellement chargé, parce qu'on parle de contraction, de risque, de futur qui va changer. Et donc il faut avoir ce débat-là en fait. Et du coup, Anatole, si tu peux raconter un peu l'histoire, le commencement du parti. Toi, tu étais là dès le début en plus, donc... Oui, bien sûr. Donc tout a commencé en février 2021, donc il y a quelques mois. C'était une simple discussion entre amis où on se disait que les sujets, les enjeux environnementaux, sociaux, démocratiques n'étaient pas traités à leur juste valeur dans le débat public, dans les discussions politiques sur les plateaux télé notamment, à la radio, dans les journaux. Et donc c'est parti d'une question toute bête. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas nous-mêmes notre parti politique pour proposer nous-mêmes nos idées et s'approprier la politique qui doit être le fait de tous les citoyens et pas d'une petite élite, réservée à des partis qui sont déjà historiquement bien installés et pour lesquels c'est assez compliqué d'arriver dans des positions, de décision. Ouais. Donc on a créé une première dynamique autour d'un manifeste qu'on a rédigé autour des valeurs qu'on souhaitait porter, notamment la convivialité, la prospérité et l'autonomie, qui sont un peu les 3 valeurs phares de notre parti. Et ces 3 valeurs s'inscrivent en opposition avec la démesure de notre société moderne, que ce soit sur les plans de la démocratie, avec l'hystérisation du débat public, de la crise sociale, donc avec la démesure des marchés, on pourra en reparler tout à l'heure, qui a des conséquences très concrètes sur la vie des gens, notamment dans le monde du travail, et enfin sur les enjeux environnementaux. Donc cette démesure des chaînes de production qui sont hyper mondialisées, qui sont très consommatrices en énergie, et qui nous conduisent aujourd'hui au bord du gouffre. Oui, ça c'est vrai que c'est un des sujets, vraiment un des sujets importants. Alors en plus des autres sujets qu'on a pu connaître sur les 5 dernières années avec les détresses sociales et les crises démocratiques qu'on a connues, il y a en plus depuis quelques années cette prise de conscience environnementale en général qui se fait, et tout un tas de questionnements de ce qu'on pensait acquis finalement, qui traverse toutes les classes d'âge et toutes les classes sociales. Et donc Equinox essaye de faire sa part en faisant ça. Ce qui nous semblait important aussi, c'était de recréer un lieu pour avoir ces discussions en fait, même si elles sont pas faciles. La mission d'Equinox, c'est finalement un peu moitié-moitié, c'est-à-dire avoir déjà un endroit où on peut discuter de constats qui sont radicaux en eux-mêmes en fait, dans ce qu'ils impliquent après pour la façon dont on voit l'avenir, et puis de travailler ensemble sur les propositions. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à se poser des questions sur comment essayer de faire fonctionner la société dans un monde qui va radicalement changer par rapport aux 70 dernières années. Mais c'était important d'être ce maillon en tant que parti politique pour porter ces choses-là. Donc c'est un lieu où on apprend, c'est un lieu où on crée de nouveaux imaginaires aussi. Là encore, on appelle en plus à venir enrichir les discussions que nous on a déjà faites pour travailler ces nouveaux imaginaires, pour inventer un peu la société qui est à venir. Et puis, comme Anatole l'a très bien dit, c'est de redonner envie de faire de l'action politique. On entend trop souvent que les jeunes s'abstiennent, que les jeunes sont désengagés, que, en particulier, je parle pour moi en tant qu'ingénieur, on entend souvent que les ingénieurs sont dépolitisés, ou alors ils essayent de proposer des idées, et puis dès que ça devient un peu trop parti politique, et ben là on fait machine arrière parce que, etc. Donc là, au contraire, nous on a dit non, en fait, il faut porter ces nouvelles idées dans le débat, il faut les assumer, il faut avoir ces discussions un peu radicales, et puis voilà. Je pense que Vincent, tu peux nous parler un peu de méthode, Ouais, du programme. Ouais, je vais un peu parler du programme. Lise l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais donc pour établir nos propositions, en fait, on a fait une démarche qui est pas classique, ou du moins qu'on retrouve pas vraiment dans l'affaire politique existante. Donc on part sur des constats. Donc les constats, c'est des faits objectifs qu'on peut justifier de la situation de notre société, pardon. Et donc ça, c'est les premiers points qu'on a commencé à établir. Ensuite, on a établi nos aspirations. Donc c'est l'endroit donc c'est la société vers laquelle on veut aller. Et donc cette société-là, on l'imagine ensemble. Et ensuite viennent nos propositions qui servent à relier nos constats et nos aspirations. Donc c'est en quelque sorte le chemin qui nous permet d'aller de l'un à l'autre.
Et donc l'idée de séparer en 3 parties comme ça, c'est qu'on peut vraiment situer le débat au bon niveau, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur les faits. Donc dans ce cas-là, on va débattre des études scientifiques, des preuves et des choses qui sont des choses plutôt scientifiques, disons. On peut ne pas être d'accord sur les aspirations, et dans ce cas-là, ça va être un débat qui va être plus d'ordre moral ou philosophique. Et enfin, on peut ne pas être d'accord sur les propositions. On peut estimer que on peut avoir un chemin qui est plus rapide, plus ou moins radical, plus ou moins intense pour arriver à notre aspiration le plus vite possible. Et donc ainsi, on peut comme ça situer le débat au bon niveau et voir à quel point on est d'accord ou pas d'accord. Et les autres avantages de cette séparation, c'est que ça permet de baser nos propositions sur un socle de constats et d'aspirations qui sont communes, et donc ça permet d'avoir une cohérence d'ensemble. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que du coup, on a écrit ces constats et ces aspirations pendant les derniers mois, et on a fait ça par des réunions en visioconférence essentiellement. Et on a fait voter ces constats et ces aspirations au jugement majoritaire. Et donc maintenant, on est en train de travailler sur les premières propositions qui sont en ligne sur notre site internet. Oui. Et donc, Tu veux rajouter un truc? je vais peut-être du coup passer la parole à Mathieu pour détailler un petit peu la façon dont on a catégorisé notre programme et la structure et qu'est-ce qu'on y évoque dedans. Ouais, si tu voulais réagir juste Je avant. voulais tu juste voulais- ajouter une petite précision, parce que quand on parle des partis politiques, il y a une question qui revient très souvent, c'est la question du positionnement sur l'échiquier politique. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est une question importante une à des chaque premières fois. questions Ouais, ouais, quand on s'affiche comme un parti politique, c'est bon d'accord, mais vous êtes de gauche, vous êtes de droite, où est-ce que vous êtes par rapport à ce prisme-là? Et nous, c'est quelque chose qu'on a très voulu, on a très vite voulu dépasser. L'idée, c'était de faire un pari en pensant que l'urgence des enjeux pouvait permettre à des personnes qui se situaient à gauche et des personnes qui se situaient à droite, donc des personnes plutôt progressistes et des personnes plutôt conservatrices, Si on garde que ces définitions-là de Voilà, gauche et de droite, ouais. qui est la définition, disons, traditionnelle, Ouais, ouais. puissent s'entendre sur certaines propositions qui soient tout de même suffisamment puissantes pour faire bouger les lignes. Effectivement. Merci Vincent. Donc, comme on l'a déjà évoqué, on a fait le constat qu'il y avait plusieurs crises qui existaient, une crise sociale, une crise écologique, une crise démocratique. Pour essayer de répondre efficacement à ces 3 crises-là, qui sont souvent reliées entre elles, on a besoin d'aborder ces thématiques avec une vision assez large. C'est pourquoi on a décidé de travailler en regardant 6 thématiques. Les thématiques sont la démocratie et les institutions, l'environnement, le côté social, les choix techniques et les choix productifs, et enfin l'économie. Et on peut, sur la thématique de la question des démocraties et des institutions, on va discuter des échelles de gouvernance, des modes de scrutin, des questions de représentativité, de séparation des pouvoirs, de la prise en compte du long terme dans les décisions publiques. Au niveau international, on va évoquer les questions européennes, la politique de l'Europe, quelle gouvernance de l'Europe on a envie d'avoir dans 30, 20 ans. On va aussi évoquer les thématiques de la défense. Sur le plan environnemental, on va parler des limites planétaires et comment on intègre la finitude des ressources, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité au sein de nos modèles économiques et de notre société. On évoque également les questions de transition énergétique, transition écologique. Sur le côté productif et nos choix techniques, on va aborder la question de comment collectivement on décide ce qu'on a envie de produire, pourquoi on en a besoin de produire, quels sont nos besoins, comment on s'organise ensemble pour faire cela. Et donc ça se décline sur les questions de l'innovation, de l'agriculture, du transport, de l'énergie. Sur le volet social, il y a toute la question des services publics, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la justice. Et sur le plan économique, évidemment, il y a la question sur les indicateurs économiques. On parle aujourd'hui beaucoup du PIB, mais on peut s'intéresser à d'autres indicateurs pour refléter justement l'urgence écologique ou la détresse sociale ou le besoin démocratique. Et on peut aussi évoquer les questions de financement public, de dette publique, de fiscalité, de régulation. Et on a à cœur d'aborder ces différentes thématiques pour essayer de trouver des solutions qui sont efficaces pour résoudre à la fois la crise sociale, écologique et démocratique, puisqu'elles sont reliées entre elles. Et il est souvent difficile d'en résoudre une sans résoudre les autres. C'est ça, ou alors à l'inverse, que quand on essaye d'en résoudre une, ça peut se faire aussi au détriment des autres finalement. À force de confondre peut-être les fins et les moyens, en fait, on se trompe un peu d'objectif. Évidemment, toutes les catégories sont par nature imparfaites. On peut toujours faire des liens supplémentaires entre différentes parties. Donc les 6 thématiques qu'on a retenues pour l'instant,
seront peut-être amenés à évoluer si on rajoute certaines thématiques, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, tel que c'est aujourd'hui, 26 novembre, sur le site, c'est cette catégorie-là qu'on a mentionnée. Merci pour cette premier tour de présentation d'Equinox. Je pense qu'avant d'introduire la première partie sur l'énergie, on va prendre juste quelques dizaines de secondes pour essayer de recentrer vraiment le sujet de la journée dans le contexte qui a fait qu'on a créé cette rencontre avec ces deux experts sur l'énergie. Et du coup, vous allez voir bientôt à l'écran la première illustration sur la consommation d'énergie primaire dans le monde. Qui s'affiche voilà. Et ça, c'est vrai que c'était pour nous important au moins d'avoir cette image en tête quand on discute aujourd'hui d'un certain nombre de sujets de transition. Ce qu'on voit là, donc, et je montre cette image parce que je suis moi-même en cours de formation conférencier au sein d'Avenir Climatique, c'est des données qui viennent de Our World in Data et qui représentent la consommation d'énergie primaire dans le monde depuis 2 siècles. Et en fait, ce qui est vraiment important de voir sur ces graphiques-là, avant de s'intéresser finalement un peu à ce qu'on voit tout en haut des courbes, c'est le débat nucléaire, renouvelable, les différentes sources, comment on peut faire de la substitution d'électricité décarbonée par d'autres électricités décarbonées. Il faut prendre un peu de recul et se concentrer vraiment sur ce qui fait fonctionner l'économie actuelle et le monde qui a apporté quand même énormément de confort et qui a fait qu'on est aujourd'hui dans un studio tout équipé. On voit finalement sur ces choses-là que les différentes sources d'énergie fossile ne font qu'augmenter depuis 2 siècles, globalement, qu'aucune substitution d'énergie n'a vraiment été observée, que le charbon continue de représenter 1/4 de la consommation d'énergie mondiale, principalement pour produire de l'électricité, que le pétrole représente à lui seul 1/3 de la consommation d'énergie mondiale aussi, qui est en train d'arriver sur sa phase de plateau, voire pour certains spécialistes de déclin quasiment. On sait aujourd'hui que le pic de pétrole conventionnel a été passé en 2008 et que cette situation de pseudo-stabilité a été maintenue par le non conventionnel, entre guillemets, mais qui lui aussi commence à arriver à la fin. Et le Shift Project notamment travaille sur ces sujets-là et propose des solutions. Et en plus, peu importe ce qu'on veut et ce qu'on souhaiterait faire pour le monde à venir, ces ressources ne vont que diminuer. Et donc, il faut organiser la société dans ce nouveau contexte qui suppose un peu de changer de cadre. Et voilà, donc vraiment les 3 conclusions, c'est le monde repose sur les énergies fossiles, on consomme toujours plus de chaque ressource, et pour l'instant, aucune énergie ne se substitue à une autre. Il n'y a donc pas de réelle transition énergétique. Et pour justement parler de transition énergétique et autres sujets généraux sur l'énergie, nous allons accueillir Maxence Cordier, ingénieur de l'énergie, avec une première présentation vidéo.